Je me présente à travers ça, donc je suis responsable des équipes de développement Java à Oracle depuis que Sun Microsystems a été acquis par Oracle. Avant, j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur la plateforme Java à Sun dans des différents domaines pour avancer Java dans les mobiles, dans les systèmes embeddés et bien sûr sur le cloud. Donc, aujourd'hui, la renaissance de Java. Pourquoi ce titre-là? Parce qu'en fait, disons, c'est quelque chose que je pense que vous avez pu voir, il y a eu un réinvestissement énorme qu'a fait Oracle sur la plateforme Java depuis pratiquement 5-7 ans. Aussi, ce que l'on voit, c'est avec la consolidation où les entreprises commencent à déployer beaucoup plus de leurs applications sur le cloud, le fait que l'infrastructure de base que vous trouvez sur le cloud est pratiquement tout fait en Java, disons. Si vous regardez sur les clouds, Oracle, bien sûr, le Google Cloud, euh, euh, les clouds Amazon ou les clouds Azure sont aussi, disons, réellement utilisent beaucoup de Java. Donc, ce que je voulais faire, disons, ce soir, c'est vous donner peut-être une vue un peu en interne des investissements que l'on fait sur la plateforme, que vous comprenez pourquoi, disons, des fois, oui, vous nous voyez développer certains projets en se demandant, mais pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça. Donc, j'espère vous donner une vue un peu plus globale, que vous comprenez un peu où c'est qu'on veut avancer cette plateforme. Je passerai un peu de temps sur Java 21, qui va sortir au mois de septembre de cette année, avec quelques fonctionnalités comme les virtual threads qui vont réellement, disons, amener à Java des nouveaux capacités de performance que l'on n'avait pas vu encore. Et enfin, je terminerai sur des investissements que l'on fait. Disons, si on regarde un peu les plateformes actuelles de programmation, avec les avancées sur le cloud, il y a une certaine extension de ces plateformes dans lesquelles on commence à fournir, en plus de la plateforme de développement, des services qui tournent autour, des cloud services, qui permettent, disons, de mieux déployer ou gérer vos applications Java. Et c'est ce que l'on a fait avec notre Java Management Service. Donc, pour commencer, joyeux anniversaire Java. Hier, c'était le 28e anniversaire de Java. Java continue d'être, comme je disais, une technologie très importante pour l'entreprise et pour les développeurs sur le cloud. Je crois actuellement, disons, étant un peu à l'intérieur, on a un pipeline d'innovation qui est le plus intéressant depuis pas mal d'années, avec tous les projets comme les projets Amber, de GC, Loom, Panama. On va sortir le Java 21 au mois de septembre. En fait, on est à une semaine de ce qu'on appelle feature complete, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités, tous les JEP ou les JDK enhancement features seront prêtes pour être intégrées. La plupart sont déjà intégrées. Donc, on est dans une très bonne position pour pouvoir sortir Java 21 au mois de septembre. Donc, si vous regardez un peu, disons, le succès de Java, et pourquoi, et essayer d'expliquer un peu quels sont les moteurs essentiels qui ont permis le succès de Java, je crois que, disons, il y a une politique au départ qui est de dire que cette plateforme, disons, généralement souvent a été un peu critiquée, c'est-à-dire que vous avancez pas assez rapidement. Mais il y a une raison majeure, c'est que on veut s'assurer en fait que tous les nouveaux modèles de programmation qui sont présentés, euh, ont, les gens ont enfin une possibilité d'aller les tester avant de les mettre dans notre plateforme. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois que vous mettez des API, une fois que vous mettiez des fonctionnalités à l'intérieur de la plateforme, c'est quelque chose que vous devrez supporter pendant 20 ans. Donc, il y a un certaine décision que vous devez faire pour s'assurer en fait que tout ce que vous mettez dans la plateforme est quelque chose qui va rester pendant longtemps. Et donc, on a un peu cet avantage qu'on appelle de last mover. On peut regarder, disons, ce que les gens ont fait dans les différents langages, soit C, C++, Go, Python, et prendre un peu le meilleur de tout ce que les gens ont fait. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau des valeurs principales,
qui ont guidé le développement de la plateforme depuis plus de 25 ans. On a fait, disons, des choix essentiels qui sont basés en fait sur ces 5 valeurs essentielles. La première, c'est la sécurité, disons. Il n'y a pas d'importance que vous avez une plateforme qui a plein de fonctionnalités, qui soit super performante, si en fait, il y a des gros problèmes de sécurité. Et en fait, on passe à l'intérieur un nombre énorme d'investissements pour s'assurer que cette plateforme reste la plus sécure, la plus sécurisée possible. La compatibilité, bien sûr, est quelque chose qui est vraiment essentiel pour notre écosystème. Il y a des millions et des millions de lignes de code Java qui tournent actuellement, des investissements qui ont été faits par les entreprises à travers le monde, des gouvernements, pour investir sur des applications Java. On veut s'assurer qu'avec les nouvelles versions Java que l'on développe, les anciennes applications peuvent toujours tourner avec, souvent dans beaucoup de cas, des meilleures performances. Et donc, c'est quelque chose de très important pour nous. Et aussi, disons, l'évolution que l'on fait de la plateforme, c'est aussi important de pouvoir garder un peu le même look and feel of Java. C'est-à-dire que, disons, quand on a introduit de nouvelles fonctionnalités comme les lambda, on voulait s'assurer que c'était un nouveau modèle de programmation qui s'intégrait très bien avec le programming langage de Java, bien sûr. Performance, forcément, disons, c'est la parité, c'est les exécutions natives avec du C ou du C++. Aussi, au niveau des performances, on veut s'assurer que les applications que vous avez écrites il y a 5 ou 10 ans peuvent pouvoir bénéficier avec une nouvelle JVM. Donc, c'est une partie, disons, essentielle que l'on a avec notre technologie de la JVM, de pouvoir améliorer les performances en prenant l'avantage, disons, des nouvelles capacités, les nouvelles instructions qui existent sur les nouveaux processeurs, et faire ça sans avoir à changer une seule ligne de code Java. La versatilité de la plateforme, c'est quelque chose qui nous permet de continuer de s'assurer qu'en fait, le langage de programmation Java peut être utilisé pour tout un nombre différent d'applications, soit des applications d'entreprise, bancaires, d'hôtellerie, si vous voulez lancer une fusée dans l'espace. Donc, on va garder un peu cette généralité qui est aussi très importante pour fournir un environnement de développement. L'initiation de la programmation, aussi, disons, une valeur essentielle que Java a, c'est au niveau des systèmes universitaires et éducatifs pour enseigner, disons, les langages de programmation. Donc, c'est important, disons, qu'on garde un peu cette versatilité. Et enfin, disons, la dernière valeur qui n'est en fait pas de la moindre importance, c'est tout ce qui est les problèmes de maintenance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour les entreprises, disons, qui investissent sur des applications qui vont tourner pendant des décennies. Donc, forcément, les développeurs qui ont développé les applications ne sont plus là. Et donc, c'est important que le code qui doit être maintenu soit très lisible, qui permette de nouveaux développeurs de comprendre le code le plus rapidement possible, qu'il y ait un historique, disons, de comment a pensé le premier développeur pour déployer cette application, tous les outils de serviceabilité, de débugage sont aussi permettre aux entreprises de pouvoir résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Donc, si on regarde un peu, disons, la stratégie que l'on a, disons, au niveau de l'équipe Java à Oracle, disons, on a un nombre de projets, comme je disais au départ, projet Amber, Leden, Loom, Panama. Et donc, sur cette slide, j'essaie d'un peu de synthétiser un peu les directions. Disons, parce que si on regardait un peu tous ces différents projets, on peut se demander, disons, mais quelles sont les stratégies de base, quelles sont les valeurs, les investissements qu'Oracle fait au niveau de la plateforme. Et donc, vous voyez, disons, qu'il y a une liste de problèmes clés, disons, que l'on sait et qu'on travaille maintenant agressivement pour essayer de résoudre. Donc, le premier, bien sûr, Java est trop verbose. Quelque chose qui, quand on compare un peu le langage de programmation Java avec du JavaScript, du Scala, il y a plein d'optimisations, de simplifications au niveau du langage. Et c'est ce qu'on travaille maintenant depuis pas mal d'années avec projet Amber. Java est trop difficile à enseigner. Et c'est une chose qui est très importante parce que si vous regardez un peu, disons, le succès de Python, je pense qu'une partie du succès du Python a été du fait que
il y a une classe de programmeurs qui ne sont pas réellement des programmeurs, ce sont des personnes qui avant utilisé, disons, MATLAB ou d'autres systèmes pour exprimer, disons, une certaine analyse de computation. Et donc, ils veulent utiliser des langages de programmation qui est très simple, qui n'introduit pas des structures de complexité qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre au départ pour pouvoir écrire un programme très simple comme un Hello World programme, par exemple. Le startup de Java est trop lent. En fait, disons, et c'est ce qu'on a avancé et ce qu'on fait maintenant avec le projet Clayden, qui est de prendre un peu, disons, ce qui est fait avec le projet GraalVM et de regarder, disons, si on peut construire un modèle beaucoup plus générique, disons, qui nous permette, disons, de regarder simplement, pas seulement, disons, euh, générer du code très rapidement, mais aussi s'assurer qu'en fait, disons, toutes les données, toutes les infrastructures qui sont autour de la plateforme de votre application peuvent être prêtes à exécuter le plus rapidement possible. Les threads sont trop expensive, donc c'est quelque chose qu'on a fait avec le projet Panama, avec le projet Loom. Euh, les loops, disons, toute l'exécution GPU, SIMD, est quelque chose aussi qui est très important avec les avancées des GPUs. Quelque chose qui est très important pour les applications AI, machine learning, mais aussi pour les applications scientifiques. Avec le projet Gvala, on va regarder à la représentation des objets et aussi la simplification disons, dans la plateforme Java depuis le départ, on a cette dualité entre les primitifs type et les non-primitifs type. Donc, ce qui veut dire que ça présente au niveau des créateurs de librairies, ils ont toujours cette dualité qui donne beaucoup de complexité, mais aussi au niveau de la représentation des objets, il y a des décisions qui doivent être faites pour s'assurer d'une meilleure représentation, beaucoup plus dense et beaucoup plus effective des objets en mémoire. Et enfin, le dernier projet qui n'est pas le moins important, ce sont les investissements que l'on a fait avec le collecteur de mémoire ZGC, ou Zero GC, pour réellement arriver, disons, à des environnements maintenant d'exécution où on a des post-time qui sont de l'ordre de moins d'une milliseconde, et aussi des post-time qui n'augmentent pas en fonction de la taille de votre heap. Donc, c'est quelque chose de vraiment très important parce qu'on voit avec les gros problèmes des high, les gens ont l'intérêt de pouvoir processer beaucoup plus de données en mémoire. Et donc, disons, l'avancée de ZGC nous permettra d'avoir dans un futur prochain des heaps de l'ordre de multi-terabytes, multi-pentabytes, et que ça pourrait être géré d'une manière très efficace avec Java. Donc, comme vous le voyez, ils ont plein d'innovations qui vont continuer à avancer la plateforme Java et fournir à nos développeurs, disons, des capacités, des fonctionnalités, des vraiment très, très intéressantes. Donc, au niveau du projet Amber, on a fait des avancées au niveau de la simplification du langage avec les switch expressions text block, record, style class, pattern for instances. Et avec 21, là, on a introduit un nombre de nouvelles capabilités et fonctionnalités, la finalisation des record patterns, donc qui permet au niveau du langage d'avoir une simplification et de pouvoir écrire, disons, dans les switches d'expression, ramener des énumérations, donc vraiment un code qui est vraiment très dense, mais qui garde encore une readabilité qui est très simple, donc la lecture de ce code-là, pour permettre aux gens de comprendre ce que le développeur a voulu exprimer d'une manière, disons, la plus simple. String template, c'est quelque chose qui est très important dans la mesure où maintenant, quand vous allez créer ces templates, disons, ça va permettre au compilateur JavaC de pouvoir vérifier que les strings que vous générez sont bien formés. Alors, en fait, si vous regardez au niveau des problèmes de vulnérabilité, dans beaucoup de cas, disons les strings, la construction de strings ou importer des strings qui poussent un peu, qui créent potentiellement des problèmes de vulnérabilité, sont un problème réel.
Et donc, ce que l'on fait maintenant avec les string templates, c'est vous fournir maintenant un nouvel outil pour vérifier que ces strings-là sont bien formés, d'une part, les valider, d'autre part, au niveau de la formation, la syntaxe de ces strings, mais aussi de pouvoir, au niveau du langage, créer ces strings de manière beaucoup plus simple, alors qu'avant, vous avez, disons, les double cuts que vous deviez mettre à droite et à gauche pour pouvoir créer vos strings, vos commands. Une autre avancée que l'on fait encore, toujours dans cette politique de pouvoir réduire la véracité de Java, c'est dans beaucoup de cas, quand vous écrivez des programmes, il y a des endroits où en fait vous devez déclarer des variables, mais en fait vous n'allez jamais utiliser ces variables. Donc, pourquoi créer un nom ou pouvoir rajouter ou typer, disons, ces arguments? Eh bien, avec Java 21, on introduit un nouveau caractère, le underscore. Il va pouvoir être utilisé pour remplacer une variable ou une expression que vous ne voulez pas utiliser dans le reste de votre programme. Donc, une simplification disons. Et c'est ce que l'on fait avec Anvers, ce sont des petites choses que l'on a vues dans d'autres programming langues, dans d'autres plateformes, disons, que l'on amène dans le langage Java pour encore, disons, améliorer la productivité de nos développeurs. Sur 21, et je pense que, disons, sur le Java 21, il y a deux fonctionnalités réelles qui sont vraiment la grosse valeur de 21. La première, c'est Project Loom ou les Virtual Threads, je vais en parler un peu plus tard. Mais la deuxième fonctionnalité, je pense, qui est la plus importante, c'est celle-là, qui est une signification énorme pour écrire simplement un simple petit programme Hello World. Actuellement, si vous voulez écrire un programme Hello World en Java, vous avez le côté à gauche, vous devez introduire directement à vos premiers programmeurs, disons, tout un tas de notions qui portent beaucoup de complexité. Par exemple, qu'est-ce qu'une classe? Pourquoi on a défini une classe si je veux seulement écrire mon petit programme Hello World? Cette notion de public. Mais qu'est-ce que ça veut dire public? Pourquoi on a besoin de mettre public? Statique. Qu'est-ce que ça veut dire statique? Void, ouais, ok, ça veut dire qu'on ne retourne, il n'y a aucun argument qui est retourné. Et donc, avec 21, on va enlever toute cette bureaucratie, si vous voulez, pour construire des petits programmes. Et enfin, vous allez pouvoir maintenant écrire un programme très simple d'Hello World en enlevant toute cette complexité. Et l'importance de cette fonctionnalité, c'est pour améliorer l'approachabilité du langage Java pour les nouveaux développeurs, une partie. Aussi pour les gens qui arrivent dans un domaine qui ne sont pas des programmeurs de base, qui ne veulent pas comprendre toutes ces notions de programmation object-oriented. Ils veulent seulement écrire un petit programme. C'est ce qui se passe souvent pour les développeurs Python, où ils veulent développer une petite logique de leurs applications. Donc, je pense que dans la version 21, avec cette simplification, on mettra la plateforme et donc ça permettra une augmentation de l'adoption de la plateforme pour une nouvelle classe de développeurs. C'est pour ça, je pense que c'est une avancée très importante sur le langage. Project Loom, en 21, ça va être finalisé, Virtual Thread. Donc, il y a deux choses essentielles qu'il faut comprendre avec les Virtual Threads. La première, c'est que ça va permettre, disons, d'augmenter d'une manière très importante la scalabilité de tous vos serveurs Java. Parce qu'actuellement, si vous regardez pour les gros serveurs Java, la limitation principale de ces applications est au niveau de la mémoire et du fait que quand vous créez des threads, les Java threads actuels, qui sont en fait des systèmes d'exploitation thread, ils demandent, disons, une représentation qui est de l'ordre de entre 5 et 10 mégabytes. Et donc, si vous créez autant de threads, à partir d'un moment donné, vous allez rentrer sur des limitations de votre mémoire physique de votre serveur. Alors qu'avec les virtual threads, maintenant, on a créé, disons, une logique virtuelle. En fait, c'est une analogie très réelle, c'est ce qui se passe avec les systèmes d'exploitation. Vous avez la virtual memory et physical memory, c'est un peu le même type d'abstraction que l'on a introduit dans la plateforme Java.
Et donc, le gros avantage, c'est que ces virtual threads, maintenant, pour pouvoir les parquer, c'est-à-dire que les mettre de côté, dans le cas où ils vous attendent, soit pour une donnée IO, soit pour une donnée du network, il y a seulement la taille de la stack de ces virtual threads de l'ordre de quelques bytes, entre 200 et 300 bytes. Donc, vous avez un ordre de magnitude différence entre les Java threads actuels et les virtual threads. Et l'avantage fondamental, en plus, disons, de pouvoir, disons, d'avoir votre serveur à un niveau de scalabilité qui est beaucoup plus important, c'est aussi de pouvoir, disons, revenir sur un modèle de programmation qui est nettement plus simple que ce que les gens ont fait actuellement pour essayer de contourner cette limitation des Java threads. La communauté a créé toutes ces infrastructures réactives, asynchronous, qui demandent aux développeurs de créer des environnements où ils doivent gérer la synchronicité, la réactivité. J'ai posté quelque chose, il faut regarder si ce que j'ai posté est fini ou pas, pour revenir sur le modèle de base du langage Java, qui est un modèle qui est synchronous, qui permet de dire, quand j'ai une task qui doit être faite, j'envoie un thread. Dans ce cas-là, je vais envoyer un virtual thread. Maintenant, comme on peut créer des millions et des millions de virtual threads, le modèle de programmation devient très simple. J'ai une task, j'envoie un virtual thread. Et je laisse ce virtual thread bloqué pendant des heures, des jours en fait, parce que le coût de d'une centaine de bytes, c'est vraiment pas très important. Et donc, ça nous permet de revenir un peu à un modèle de parallélisme qui est le modèle d'origine de la plateforme, disons, et qui va simplifier, disons, le développement, mais aussi le débugage et surtout la maintenabilité de ces grandes applications serveurs Java. Donc, c'est pour ça que je pense, et en fait, disons, ce que l'on voit. Donc, le modèle, comme je disais, c'est que le thread d'exécution se fait, le virtual thread stack, une fois qu'on arrive à un moment donné où il y a un blocage ou un I/O, où vous attendez une donnée qui est générée, la partie de ce set-là se met sur une continuation, qui est une nouvelle représentation en interne que l'on a fait au niveau de la JVM. Et une fois que, disons, les données arrivent, on peut ramener le stack de ce virtual thread sur le thread d'exécution de l'OS. Loom, en fait, ça va être la fonctionnalité royale de Java 21. Disons, pratiquement tous vos infrastructures serveurs, tous les frameworks serveurs ont déjà créé leur migration pour utiliser les virtual threads parce qu'en fait, disons, ils voient les avantages essentiels et extrêmement importants de pouvoir tourner ces applications sur les virtual threads de Java en Java 21. Projet Panama, donc, comme vous le savez, disons, vous pouvez accéder actuellement sur la plateforme Java, passer du Java au natif, et vous devez utiliser cette API Java Native Interface qui est extrêmement difficile à utiliser. En fait, le petit secret ici, c'est qu'en fait, depuis le départ, disons, ce n'est pas un hasard que GNI est en fait très difficile à développer. C'est que dans les premières années de la plateforme Java, la vision, disons, que l'on avait, c'était de dire, mais on veut que tous les développeurs écrivent tout en Java. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cette interface GNI d'une complexité énorme. Mais bon, disons, 20 ans plus tard, disons, on se rend compte réellement qu'en fait, disons, il y a plein de native libraries, surtout dans le domaine de AI, ML, ou aussi dans le niveau des domaines scientifiques, où ces librairies sont très bien. Il n'y a aucune raison de vouloir réimplémenter toutes ces librairies en Java. Et donc, finalement, on s'est mis à jour en décidant que on devrait reconstruire, disons, l'interface Java avec Native. C'est ce qu'on a fait avec Project Panama. Le but, c'était aussi de pouvoir fournir à nos développeurs un modèle de programmation qui sera beaucoup plus sécurisé, parce que bon, vous avez bien un safe maintenant, mais une fois que vous entrez avec un safe, vous perdez un peu toutes les valeurs de sécurité que la plateforme vous apporte. Donc, on voulait garder un peu le côté de sécurité de la plateforme, s'assurer aussi au niveau des performances que l'on pouvait fournir une meilleure performance pour permettre d'accéder, disons, des librairies natives en Java,
et aussi au niveau de la productivité, pouvoir simplifier au niveau de la programmation, comment accéder à vos interfaces natives et non en Java. Et aussi de permettre, une fois que vous êtes en natif, de revenir en Java. Donc, c'est un peu la fondation du projet Panama. Panama aussi introduit un nouvel outil dans les outils qui sont fournis à travers la plateforme, qui sont le G-Extract. Donc, G-Extract, c'est un outil qui va prendre vos C et C et de files, les processer et générer directement le code interface Java que vous pouvez utiliser dans vos programmes. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a introduit une nouvelle classe d'API, ce sont les Memory Segment API, qui vont permettre, disons, de présenter aux développeurs qui vraiment veulent travailler au niveau le plus bas, au niveau de la représentation mémoire. Ils ont des objets, et faire ça avec des objets Java, et en gardant un peu, disons, des valeurs de sécurité et aussi du contrôle d'accès de ces memory segments. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été collecté, vous ne pouvez plus accéder et aussi vérifier qu'en fait, qu'il y a la meilleure gestion possible de ces memory segments avec l'utilisation que la VM fait de la mémoire physique sur vos serveurs. Donc, disons, regardez ici, c'est un exemple, disons, de ce que vous pouvez faire quand vous voulez écrire, disons, actuellement en utilisant GNI pour accéder à une librairie native. Et maintenant avec Loom, vous pouvez accéder directement. Vous n'avez plus à écrire tout ce code-là qui permettait d'aller faire le mapping entre les arguments natifs et les arguments Java. Et vous pouvez appeler directement, disons, les méthodes natives. En fait, l'intégration est tellement fondamentale de la plateforme. Toutes les abstractions que l'on a, disons, au niveau du modèle de programmation Java, par exemple avec les lambda, vous pouvez maintenant tourner une interface native en une interface lambda. Ce qui est vraiment, disons, quand vous pensez un peu ce qui doit se passer en dessous de l'implémentation de la plateforme, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Et vraiment, ça a été une avancée technique que l'équipe a faite qui était vraiment très, très intéressante. L'autre partie qui touche un peu aussi du natif, comme je mentionnais au départ, c'est toutes les avancées au niveau des GPUs. Donc, réellement, ce que l'on voit, c'est une explosion au niveau des architectures, en plus des CPU. Et en fait, disons, c'est l'une des valeurs, je pense, disons, à long terme, qui va encore favoriser la plateforme Java. C'est qu'en Java, ce que l'on a, c'est on a ce compilateur dynamique qui est vraiment la partie, en fait, essentielle de la plateforme. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une exécution Java, ça commence par, disons, vous prenez les classes. Il y a la première partie de la plateforme Java, c'est un interpréteur qui essaie d'exécuter très rapidement pour pouvoir profiler, comprendre, disons, quelle est la partie de votre code qui est exécutée le plus de temps possible, quelle est la partie de code dans laquelle vous avez des patterns vraiment spéciaux. Okay? Et à partir de là, la JVM va générer dynamiquement du code et le code le plus optimisé, c'est en fait, disons, des fois les gens se demandent mais comment vous arriviez à avoir de meilleures performances en Java qu'avec les plateformes natives. C'est qu'en fait, on a la possibilité à un moment donné de pouvoir regarder quelle est l'exécution qui est faite et pouvoir générer un code le plus optimisé pour cette séquence d'exécution. Donc, si vous avancez un peu ce concept-là, vous commencez à comprendre que si on a déjà ce mécanisme à l'intérieur de la plateforme, on aura maintenant la possibilité de pouvoir détecter, oh, cette exécution de loop que vous faites actuellement, en fait, ça serait très bien et vous aurez, disons, beaucoup d'avantages de pouvoir exécuter cette loop sur une GPU par rapport à une CPU. Et, disons, cette possibilité de pouvoir constamment, disons, optimiser, déoptimiser, parce que dans certains cas, disons, vous commencez votre exécution sur une GPU, se rendre compte que, disons, un peu plus tard, l'exécution que vous faites, les loops, les séquences de loops ne sont pas trop longues, donc vous perdez un peu l'avantage de faire tourner cette exécution sur une GPU,
ça serait mieux que que vous la rameniez, si vous voulez, sur les CPU. Donc, cette balance constante est en fait, je pense, au long terme, disons, un avantage significant que la plateforme Java a par rapport à d'autres compétitions, mais aussi nous permettra de faire, disons, cette optimisation entre GPU, CPUs. Aussi, il y a tout un tas de nouveaux chips, architectures qui sortent avec, au niveau des networks, vous avez des NIC qui vont faire beaucoup plus de computation. Donc, ça permettra un peu d'aller optimiser en fonction de ce que vous tournez et laisser cette JVM continuer d'optimiser, disons, le code de la meilleure façon possible pour l'exécuter sur la partie de votre hardware qui est la meilleure. Non, je pense que j'ai tourné ça. Oui, c'est bon, sur les vecteurs. Enfin, le dernier projet que je voudrais mentionner, c'est le projet ZGC. Donc, ZGC, comme je disais, change fondamentalement la donnée des mémoires de collection. Et donc, l'observation que l'on a faite, c'est qu'il y a un changement fondamental qui s'est passé depuis 10 ans au niveau des applications Java, qui en fait, disons, naturellement, quand les mémoires physiques des serveurs ont augmenté, il y a eu une tendance d'augmenter, bien sûr, les données qui sont manipulées par des applications Java. Et en fait, disons, ce qui a fait que les Javi sont devenus les plus grands, ont augmenté en taille. Mais ce qu'il faut voir, c'est que en augmentant en taille, ce qui est vraiment passé, c'est qu'il y a eu un changement au niveau du ratio entre la lecture et l'écriture d'objets dans la mémoire. Simplement, en le disant simplement, si vous avez une petite mémoire ou une petite heap, c'est normal que vous allez avoir un ratio de lecture-écriture où il y a beaucoup de chances que quand vous écrivez quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui est en train d'être lu. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans une exécution de la JVM, vous avez cette balance entre les applications thread qui sont en compétition avec les garbage collector threads. C'est-à-dire que les threads de garbage collection, on va essayer de bouger les objets, de compacter les objets, d'enlever les objets. Donc, ça touche les objets. En parallèle, l'application thread peut toucher des objets qui sont en train d'être mutés par le garbage collection. Donc, si vous avez une petite heap, il y a beaucoup de chances qu'il y a beaucoup de contention quand vous essayez d'écrire par rapport à ce que vous lisez. Mais si vous commencez à augmenter les heaps, que l'on a vu, disons, depuis 10 ans, en fait, donc il y a moins de chances, en fait, que peut-être votre collecteur peut travailler sur cette partie de la heap, alors que ce que vous lisez est de ce côté. Donc, il y a moins de contention possible. Et en regardant un peu cette évolution, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de probabilité qu'il y ait cette contention entre une lecture et une écriture sur la heap. Et donc, ça nous a poussé à rechercher un peu comment on pouvait faire renverser un peu le modèle des barrières que l'on a sur les JC en regardant sur une grille de barrière. Parce qu'on se disait que maintenant, il y a beaucoup moins de chances quand vous allez lire un objet, cet objet est en fait en train d'être muté par le collecteur. Donc, ZGC prend un peu toutes les innovations qui ont été faites depuis 15 ans sur les collecteurs au niveau de créer un collecteur concurrent, bien sûr tout ce qui est au niveau du parallélisme des threads. C'est un collecteur qui est region-based, c'est-à-dire ce qui veut dire qu'il y a différents types d'objets et c'est normal un peu que vous voulez avoir, disons, des différentes politiques de collection en fonction des objets. Si vous avez un très large objet, si vous avez un petit objet, donc c'est quelque chose que vous devez prendre en compte et créer des politiques qui sont un peu différentes pour pouvoir gérer la gestion de ces objets. Mais l'innovation principale que l'on fait avec ZGC, c'est de se rendre compte que, bon, si on regardait les pointeurs 64-bit pointeurs actuels, pour construire un système physique de mémoire pour adresser 64 bits, on n'en est pas là et ça prend du temps. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous n'avez pas réellement besoin de 64 bits pour adresser les mémoires actuelles. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on prend quelques bits dans cette adresse pour pouvoir encoder l'information du collecteur JC sur cet objet-là. Et donc, un des avantages essentiels de faire cet encodage, ça veut dire que maintenant,
on n'a pas besoin d'aller accéder l'objet pour regarder sur l'objet header quel est l'état de cet objet en termes de garbage collection. On peut simplement regarder le pointeur, faire un masque, bit mask, et maintenant ce que l'on voit, c'est dans les nouvelles architectures, il y a des instructions maintenant qui permettent de faire du masquage de ces adresses très rapidement et très efficacement. Donc, ça nous permet de voir cette opération, de pouvoir déterminer très rapidement, en fait, si l'objet que vous êtes en train d'essayer de lire a été modifié ou pas par le collecteur. Donc, la concurrency du modèle ZGC nous permet, disons, d'avoir ces modes qui sont en parallèle maintenant, avec, disons, entre les étapes temporelles, parce qu'il y a quand même des petits points de synchronisation qui doivent être faits pour s'assurer que quand on fait un transfert d'une région qui a été collectée par rapport à une autre, donc il y a quand même des safe points qui doivent être là. Mais en fait, le maximum de post-time que vous allez voir maintenant avec ZGC est de l'ordre de moins d'1 milliseconde. En fait, si vous regardez au niveau des post-time actuels sur la VM, parce qu'on a fait aussi beaucoup de travail, l'équipe a fait beaucoup de travail pour essayer d'améliorer au niveau du runtime, des garbage collector et du compilateur, parce que quand on commence à arriver à des post-time de 1 milliseconde, c'est plus complètement que des problèmes de garbage collection. Il faut vraiment balancer toute la JVM pour pouvoir s'assurer qu'on peut garantir ces taux de post-time. Et maintenant, on arrive dans le domaine où, en fait, les post-time sont souvent plus dus au système d'exploitation que dus à la JVM. Donc, ça veut dire que ça nous permet, disons, de résoudre complètement les gros problèmes que l'on voit au niveau de la mémoire de collection. OK? Donc, l'avancée fondamentale, ce sont les load barriers, c'est-à-dire que les barrières de lecture, ou maintenant, comme je le disais avant, on regarde le pointeur, on voit, disons, si ce pointeur, si cet objet a été muté ou pas. S'il n'a pas été muté, une lecture directe, donc c'est l'accès direct en mémoire, comme le faisait s'il n'y avait pas de garbage collector qui tournait. Par contre, si vous avez tombé sur un objet, en fait, qui est en train d'être modifié, donc ce que l'on fait, c'est qu'avec load barrier, on va réparer l'objet, on va vous donner l'impression qu'en fait l'objet se trouve à cet endroit-là et peut-être à un autre endroit-là par changeant les pointeurs. Et donc, ça nous permet, disons, maintenant de pouvoir laisser tourner complètement en parallèle, plus ou moins, disons, il y a, comme je disais, il y a quand même des petites phases qui doivent être synchronisées, mais pratiquement tout en parallèle, les applications thread et les threads du collecteur. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir ces temps de pause qui sont tellement bas. Et aussi, c'est pour ça qu'on peut gérer des heaps de l'ordre du terabyte. Et disons, dans un avenir très prochain, je suis sûr avec toutes les applications ML et AI, où il y aura beaucoup de demandes de gérer, processer beaucoup plus de données, d'avoir toutes ces données en mémoire, de pouvoir augmenter, disons, la capacité de la plateforme Java pour gérer en mémoire des bases de données de l'ordre de 1 petabyte. Okay? Je vais passer sur ça. Par exemple, on sait, disons, au niveau des CI, bien sûr, on a l'avantage un peu, faisant partie d'Oracle, de pouvoir travailler avec l'équipe du cloud d'Oracle. C'est un exemple, disons, où une équipe, disons, pour le service de storage qui est utilisé sur le CI pour stocker les données, ils ont changé d'un jour à l'autre en passant du collecteur G1, donc qui est le collecteur de base qui vous fournit, disons, au niveau du throughput et de latency une certaine balance. Ils ont changé d'un jour à l'autre de J1 à ZGC sans faisant aucune optimisation. Ce qu'il faut voir, ce qui est quand même assez important, c'est qu'ils n'ont fait aucun tuning et ils ont regardé, disons, le graphe de post-time. Et là, ils sont revenus avec nous et ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est de la magie que vous nous faites avec le ZGC. Donc, c'est vraiment, disons, impressionnant au niveau technique, disons, ce que l'équipe a fait. Et vraiment, je vous recommande, disons, si vous n'avez pas regardé ça, déjà de regarder. Non, avant 21, il y avait une fonctionnalité qui manquait sur ZGC, qui est une fonctionnalité qui est très importante, qui est d'avoir la partie générationnelle, qui est vraiment la partie qui est, disons, qui est la reconnaissance qu'en fait, que si vous regardez beaucoup d'applications, souvent ce que vous voyez, c'est qu'il y a une grosse partie d'objets qui sont des objets qui vous créez, disons, vous avez des méthodes qui sont appelées, qui ont un temps de vie qui est très court. Et donc, ce que les gens ont fait depuis des années,
disons, les développeurs de garbage collector, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était bien de pouvoir créer, disons, au niveau de votre équipe, une petite région où vous mettez les objets qui vivent pas très longtemps, parce que vous pouvez utiliser une méthode de collection qui est très simple. Une fois qu'il n'y a plus de référence, vous laissez tomber. Donc, vous n'avez pas besoin de créer, disons, des structures beaucoup plus compliquées pour pouvoir marquer ces objets, parce que vous savez qu'ils n'ont pas à vivre une autre très longtemps. Et donc, c'est quelque chose que l'équipe a implémenté et qu'on va sortir avec la version de Java 21. Et vous pouvez regarder, disons, au niveau pour une certaine classe d'applications. En fait, il y a beaucoup d'applications où il y a pas mal d'objets qui vivent disons, pendant pas très longtemps. Vous pouvez regarder que, disons, avec la nouvelle version ZGC, vous allez gagner 4 fois, oui, 4 fois, disons. C'est-à-dire que ce sont des taux de performance, des avancées de performance qui sont vraiment, disons, très importantes. Et aussi, on voulait garder 25% de la taille de votre équipe. Donc, gagner en performance, throughput, qui est la partie, disons, généralement où, disons, il y a toujours un peu de difficulté avec les collecteurs en parallèle, parce qu'on bénéficie les post-time par rapport au throughput, et en gardant quand même, disons, à réduire, disons, la taille de votre mémoire, qui est quelque chose, disons, qui est quand même fondamental, qu'on va continuer avec travailler pour, disons, réduire et contraindre l'importance de l'occupation mémoire des applications Java. Donc, si on regarde un peu, disons, l'évolution qu'on a fait de la plateforme, disons, il y a quelques années, on est passé à cette cadence de 6 mois. Disons, 6 mois maintenant, comme vous le savez, on sort une nouvelle version de la Java. C'est un modèle qui a été extrêmement successif pour nous en interne, mais aussi ce que l'on voit avec les développeurs, parce qu'il y a toujours cette cadence de sortir tous les 6 mois de nouvelles avancées de la plateforme. Et aussi, ça nous permet, disons, de pouvoir en même temps, tous les 2 ans maintenant, on va, disons, identifier une de ces 6-month releases comme étant une long-term supported release pour 8 ans. Et donc, ça donne le choix aux développeurs qui préfèrent l'innovation de pouvoir continuer et rester sur la cadence de tous les 6 mois pour faire avancer leur service, ou si vous développez des applications beaucoup plus, disons, d'entreprise, vous demande, disons, beaucoup plus de temps de certification, vous pouvez vous caler sur ces LTS releases. Il va être, et donc, sécurisé. On va vous fournir des pages de sécurité pendant 8 ans au moins, donc pour vous assurer, disons, le support et vous donner le temps de pouvoir faire une politique de migration d'une version à l'autre. OK? 21 sort au mois de septembre. Je pense, disons, il y a beaucoup d'excitement au niveau de l'écosystème, surtout, comme je disais, au niveau du projet Loom. Plein de nouvelles nouveautés au niveau du projet Amber, bien sûr, Generation ZGC, qui va tourner maintenant ZGC comme étant vraiment un collecteur de première classe pour beaucoup d'applications, et continuer les avancées, ce que l'on fait avec Panama, et pour permettre, disons, la possibilité de pouvoir construire des applications AI et ML en Java, comme elles sont faites actuellement en Python. Et ce qu'il faut voir, disons, sur cette slide, je ne montre simplement que les grosses fonctionnalités. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en dessous, il y a généralement, ce qu'on fait, c'est au niveau de chaque 6-month release, il y a à peu près 3000 patchs qui sont soit des bug fixes ou alors des petits enhancements qui sont faits. Donc, il y a beaucoup de nouveautés en dessous et donc qui sont faites que vous allez pouvoir bénéficier avec la version 21. OK. Donc, là, je vais changer un peu maintenant. Je vais passer, disons, un peu sur, disons, la vision que l'on a, nous, à Oracle, au niveau de l'équipe de développement, pour pouvoir, disons, augmenter cette plateforme, disons, qui a été une plateforme de développement, en se rendant compte un peu de ce que l'on voit, disons, tous les feedbacks que l'on reçoit de nos clients, de nos développeurs, c'est qu'en fait, disons, un gros problème que les entreprises ont actuellement, c'est au niveau de la gestion de Java et surtout de s'assurer que toutes les installations Java sont bien sécurisées. Et c'est un gros problème pour la plateforme Java parce que Java est l'une des technologies qui est la plus pervasive au niveau de l'entreprise. Vous allez trouver Java dans les desktops, laptops, on-premise servers. Depuis quelques années, beaucoup d'entreprises prennent des politiques du cloud
Mais souvent, ce qu'ils ont, ce sont des politiques multi-cloud. Ils ne veulent pas simplement se consolider tout sur simplement un cloud. Donc, ils ont plusieurs clouds. Donc, vous trouvez, disons, maintenant des déploiements Java que l'entreprise doit gérer dans tous ces environnements. En plus, disons, sur chaque système, disons, si vous regardez sur votre laptop actuel ou votre desktop, je peux vous dire que vous aurez de l'ordre entre 10 et 25 différentes versions de Java qui sont installées sur votre système. Sachant aussi que de ces 25 versions qui sont installées, il y en a peut-être qui ont 2 ou 3 qui sont complètement à jour. Donc, ce qui veut dire que 90% des installations Java que vous avez actuellement sur votre système ne sont pas sécurisées. Et c'est un gros problème de gestion parce que si vous regardez, disons, des entreprises moyennes, vous avez 80 000 employés, chaque employé ayant un desktop, un laptop, vous rajoutez les serveurs, vous rajoutez les cloud instances, tous les containers, ça fait qu'en fait, disons, on n'est pas loin pour une entreprise moyenne de devoir gérer plus d'1 million de Java installations. Comment s'assurer tous les 3 mois, comme on sort, disons, tous les 3 mois, un patch de sécurité, que toutes les installations sont sécurisées, d'une part. La deuxième chose aussi, c'est que souvent, ces applications maintenant sont assemblées en prenant un framework, des librairies, on met tout ça, on crée une application, et souvent, ces grosses applications, quand vous les tournez, elles sont vraiment incompréhensibles. Les gens ne comprennent pas réellement ce qui se passe à l'intérieur de cette application. Et donc, ce sont les deux gros vecteurs qui nous ont poussé à faire un investissement sur un cloud service qui est d'une certaine manière une extension de la plateforme, qui va fournir à nos développeurs et nos clients, disons, un service où vous pourrez avoir, disons, une console qui vous permettra de visualiser, de voir toute l'utilisation de Java au niveau de votre entreprise, de pouvoir fournir de nouveaux outils maintenant pour pouvoir manager ou mettre à jour toutes vos installations, de pouvoir se rendre compte qu'en fait, disons, sur ce serveur-là, sur ce desktop-là, vous avez tout un tas de vieilles installations, elles sont utilisées ou pas par des applications, pouvoir comprendre, disons, le déploiement de vos applications à travers tous vos systèmes, et finalement de pouvoir rentrer un peu à l'intérieur pour mieux comprendre, disons, qu'est-ce que vous tournez actuellement à l'intérieur de vos applications Java. Et donc, ce service-là, disons, on l'a développé parce qu'en fait, disons, sur le marché, il n'y a rien actuellement. Vous trouvez des services qui vous donnent une visualisation de Inventory Asset Management. Vous regardez un peu, disons, ce que vous avez installé. Après, il y a tous des problèmes, des services qui donnent de la compliance. Et si vous regardez au niveau du tuning, vous avez différents outils. Donc, on pensait qu'il y avait une place, disons, qui n'existait pas, où on pouvait faire avancer un peu la valeur de la plateforme pour nos utilisateurs sur le cloud. Et pourquoi on fait ça aussi? Parce que on est Oracle le plus gros investisseur des investissements au niveau du Java. On lead la plateforme. C'est-à-dire que c'est nous qui déterminons, en fait, disons, comment la plateforme va évoluer, quels sont les changements que l'on fait. Au niveau de la security roadmap, on peut, en fonction de ce que l'on sait, ce que l'on va faire, ce service-là peut être utilisé pour vous donner une information à l'avance que l'on va changer une API, donc vous commencez à préparer et à migrer vos applications avant que cette nouvelle version, que ce nouveau CPU patch ne soit arrivé. Donc, si on regarde un peu ce service-là, donc c'est ce service-là donc, qui tourne, que vous pouvez accéder sur le cloud Oracle. Donc, vous rentrez, disons, au départ sur le service. Donc, ce service-là vous donne, disons, une vue un peu globale. Donc, globalement, il va vous dire combien vous avez de systèmes qui font partie de votre fleet. The Java Management Service introduce, transparent. I want to continue to work. Yes. Ce service-là, disons, vous permet d'arranger un peu tous vos systèmes, desktop, laptop, into cette notion de fleet. Fleet, c'est un logical grouping que les utilisateurs peuvent décider. Par exemple, c'est normal que vous allez combiner, par exemple, vos desktops into une fleet. Par contre, les serveurs de développement, vous les mettre dans une autre fleet. Les serveurs en production seront peut-être dans une autre fleet. Et chaque fleet, vous pouvez donner des différentes policies pour gérer, comment vous voulez gérer l'installation et l'usage de Java.
OK? Mais globalement, disons, cette console-là, par exemple, dans cet exemple-là, va vous dire, eh bien, j'ai 8 systèmes qui font partie de mon environnement. Sur ces 8 systèmes, j'ai 29 différentes versions de Java qui ont été installées et j'ai 28 applications Java qui tournent. Le service vous donne, disons, la vue globale de toutes les versions Java qui sont accessibles actuellement, vous indique clairement quelles sont les versions qui sont les plus sécurisées. Et donc, vous avez des links live qui vous permettent d'accéder et vous donner, disons, une référence, en fait, si vous voulez développer des applications. Ce sont les versions recommandées par Oracle. Si vous voulez tourner sur du 17 et 11 qui sont les long-term supported release, si vous tournez sur 20, qui est la dernière version, actuelle qui est la plus mise à jour. Mais ça vous donne une vue, disons, simple pour voir en fait, disons, quelles sont les versions Java que vous deviez utiliser. Donc, si vous rentrez à l'intérieur d'une fleet, le service va donner une vue en temps réel, disons, de tous les systèmes qui font partie de cette fleet-là. Vous donnez en temps réel quelles sont toutes les versions Java qui sont installées. Dès qu'une nouvelle version Java est installée sur un des 20 000, 30 000, 50 000 systèmes de votre entreprise, le service va le détecter. Il va aussi détecter, disons, toutes les applications. Et donc, la partie qui est vraiment unique, et quand on montre ce service à nos clients d'entreprise, ils regardent la première chose qui sont vraiment, disons, ils regardent et ils sont vraiment émerveillés, c'est la possibilité de voir toutes les versions qui sont réellement installées de Java dans toute l'entreprise. Et donc, le service, disons, utilise un agent que vous installez sur votre système. Une fois que cet agent est installé, cet agent, disons, va pouvoir découvrir, disons, toutes les installations Java, parce que donc, on sait comment Java est installé sur disque. On a mis, disons, à l'intérieur de la JVM des moyens d'identifier dès qu'un process Java démarre, de pouvoir déterminer, en fait, qu'il y a un process Java qui tourne sur votre système. Donc, à partir de cette information que l'on collecte, disons, on peut générer des rapports qui va vous donner, disons, toutes les versions Java qui sont utilisées. Donc, on peut découvrir des vieilles versions jusqu'à 1.5, en fait 1.3, que vous avez sur votre serveur. La partie la plus intéressante aussi, c'est que le service va pouvoir vous donner l'information du niveau de sécurité de ces installations. Donc, vous pouvez dire que, par exemple, sur cette version 20, elle est vraiment à jour. En fait, elle est installée sur 7 systèmes et en fait, il y a seulement une application qui l'utilise. Donc, la partie qui est vraiment unique du service GMS pour l'administration de Java, c'est de se dire qu'en fait, j'ai une version, par exemple, 1.8, je ne savais pas que je l'avais, cette version installée. Où c'est qu'elle se trouve? Donc, à partir de là, le service va vous pouvoir vous permettre d'accéder, disons, à où se trouve en fait et donc l'installation de ces applications. OK? Donc, la version 1.8, on voit qu'elle est en fait installée sur tel système. OK? Donc, installée en fait sur 1, 2, 3, 7 systèmes. Et encore plus intéressant, elle va pouvoir dire, mais quelles sont les applications qui se tournent sur cette version Java? Parce qu'en fait, c'est une version qui n'est plus mise à jour. Je ne devrais avoir aucune application qui tourne sur cette version. Et donc, ici, le service va vous lister toutes les applications qui tournent en fait sur cette version. De la même manière qu'on le regardait en regardant les versions de Java qui sont installées, on peut aussi regarder au niveau d'une application et de se dire que, bon, pour telle application, quelles sont toutes les applications qui tournent dans mon environnement. Vous pouvez mettre des alarmes qui vont pouvoir vous informer s'il y a une nouvelle application Java qui est installée sur un de vos serveurs ou s'il y a une nouvelle version Java qui est aussi installée sur votre serveur. Par exemple, sur une application, vous allez dire, mais où c'est qu'elle tourne? Donc, je peux prendre cette application, Hello World, et JMS, Java Management Service, va pouvoir me dire sur quelle version de Java cette application tourne. Donc, vous avez cette corrélation entre application, managed system et Java Runtime et pouvoir réellement comprendre en fait comment votre usage de Java est fait à travers toute l'entreprise. Et comme je disais, vous pouvez installer GMS sur des laptops, serveurs ou sur n'importe quel cloud. Donc, c'est la partie, disons, de base. En fait, disons,
Cette partie de base est une partie gratuite, donc vous utilisez ça gratuitement. Non. En plus de ça, le service a tout un tas de fonctionnalités qui deviennent beaucoup plus intéressantes. Par exemple, la première chose, c'est de se dire, hey, il y a une nouvelle version de Java qui vient d'être déployée, mais je vais l'installer sur tous mes serveurs. Et donc, le GMS Service, d'une manière centralisée, vous allez permettre d'aller déployer une des nouvelles versions, disons, qui sont actuellement les versions up-to-date, sans avoir à aller vous connecter sur tous vos serveurs. Donc, la possibilité, disons, de pouvoir installer des versions Java. Aussi, le service va vous permettre, disons, quand vous regardez un peu les installations Java, de se dire, en fait, j'ai une version, par exemple, actuellement, 11.011, il n'y a aucune application qui l'utilise. Donc, je vais y aller et je vais pouvoir le diléter. Et donc là, de la même manière, le service va aller communiquer avec le système et enlever cette version Java. Donc, toute cette capacité maintenant de pouvoir contrôler votre déploiement d'une manière centralisée vous offre va permettre de réduire les coûts d'une manière et deuxièmement de s'assurer d'une meilleure sécurisation de votre plateforme. OK? Une autre chose qui est aussi possible avec le service, qui est aussi très importante, c'est qu'une fois que vous avez installé Java, il y a aussi la possibilité de définir des policies de configuration de l'installation Java centralisée. Par exemple, si vous voulez vous assurer que toutes les versions Java que vous avez installées ne peuvent pas utiliser un protocole qui est moins sécur, par exemple TLS 1.0 ou TLS 1.1, vous pouvez configurer. C'est quelque chose qui peut se faire actuellement, mais vous devez faire ça manuellement. Et l'avantage que le service GMS vous offre, c'est de pouvoir faire ça d'une manière centralisée. C'est-à-dire que vous définissiez au niveau de différentes fleets quels sont les policies que vous voulez utiliser pour installer Java et vous pouvez définir ça, toutes ces actions qui vont être faites et gérées par GMS pour vos installations Java. Okay? L'autre capacité qu'on a introduite en début d'année qui est aussi très importante, c'est commencer un peu à regarder à l'intérieur de ce que vous tournez dans vos applications Java. Donc, la première chose qui est vraiment très unique, c'est la possibilité d'aller regarder en fait toutes les third-party libraries qui font partie de vos applications Java qui tournent dans votre environnement. Et donc, disons, une des questions il y a 2 ans, vous vous rappelez, il y avait ce problème de vulnérabilité avec Log4j. La première question qu'on a eue avec beaucoup de nos clients, c'est est-ce qu'on est impacté ou pas? Et donc, maintenant, avec le service GMS, on a la technologie qui va permettre d'aller regarder dans toutes les JVM qui tournent, d'aller récupérer, disons, toutes les librairies qui ont été loadées à l'intérieur de ces VM et de vous fournir un rapport centralisé qui va vous donner la liste de toutes les librairies, mais aussi vous fournir, disons, la corrélation si on sait qu'il y a des problèmes de vulnérabilité dans certaines librairies. Donc, vous pouvez pouvoir vous assurer qu'en fait, toutes vos applications tournent avec la bonne version de ces librairies, avec le bon niveau de sécurisation. Okay? La dernière chose que je voulais vous montrer, parce qu'on arrive en même temps, aussi, le service vous permet d'aller faire une analyse de votre crypto-protocole, qui est en fait, disons, une partie généralement des applications qui est la plus compliquée, où les gens ne comprennent pas. Donc, vous pouvez fournir des analyses qui vont pouvoir déterminer si, en fait, quand vous a assemblé toutes ces third-party libraries, il n'y a pas des parties qui utilisent une vieille version d'un crypto-protocole. Donc, le service, vous générez une analyse. Cette analyse va regarder sur toutes vos applications et déterminer si, en fait, vous avez un service ou pas qui peut utiliser une vieille version qui est moins sécurisée de votre application. Donc, je vais finir rapidement. Le service est actuellement accessible dans tous les domaines et les régions du cloud OCI, qui est une valeur vraiment ajoutée. Donc, on peut accéder à ces services et nous à travers le monde, bien sûr. Et en fait, je dirais, si vous voulez vraiment savoir ce que l'on fait, nous, Oracle, au niveau des avancées de la plateforme, il y a 2 sites principaux où j'ai tous mes ingénieurs qui vont et qui mettent à jour un peu, vous donnent des données au jour le jour des innovations que l'on fait. C'est dev.java et insight.java. Je vous remercie.
Juste un petit temps. Je ne sais pas s'il y a un temps pour quelques questions, mais merci encore.